il est juste l'heure de démarrer ce café hypnose. Bonsoir, on n'est pas très nombreux ce soir, peut-être parce que c'est les vacances, peut-être parce que il y a eu trop de succès la dernière fois, peut-être parce que le titre de ce café hypnose est peut-être pas très évocateur, perception et réalité. En quoi ça me concerne? Ouais, alors les gens qui me connaissent puis qui ont déjà eu un intérêt, ils se disent oh, Philippe il va sûrement arriver avec quelque chose peut-être d'intéressant avec ça, sinon ils sont pas là. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui est très très important en fait, c'est un sujet philosophique. La réalité. Et la philosophie, à mon sens, elle n'a lieu d'être que si elle nous permet d'améliorer nos vies, notre vie. Sinon, la philosophie, c'est de la masturbation intellectuelle. Et donc, ça vaut la peine de faire de la philosophie quand ça nous permet de mieux comprendre qui je suis, qu'est-ce que je fais là, et qu'est-ce que je peux faire mieux, qu'est-ce que je peux changer éventuellement, ou améliorer, ou amplifier dans ce qui va bien, ou changer dans ce qui va moins bien, pour que ma vie soit plus chouette. Et une vie plus chouette, c'est une réalité plus chouette. C'est quoi la réalité? Qu'est-ce que c'est la réalité? Est-ce que vous avez une idée? Chacun sa réalité. Chacun sa réalité. Excellent, ouais. Et effectivement, je sais pas une autre idée. La réalité, il y a la réalité réelle. On dit, mais des fois le réel du réel, la réalité réelle ou la réalité imaginaire. On peut se rendre compte qu'il y a chacun sa réalité, effectivement, parce qu'on a chacun son monde intérieur. Donc quand on parle de l'univers intérieur, de l'espace intérieur, de ce qui se passe en moi, effectivement, en moi, c'est ma réalité. Et évidemment, chacune d'entre vous, il y a la réalité de chacune. Donc voilà, 8 milliards d'êtres humains, 8 milliards de réalités. Et pourtant, il y a quand même une réalité commune, c'est la réalité extérieure. Hein? C'est ce que je voulais dire. Oui. Donc en fait, on fluctue, on va et vient entre deux réalités, sa réalité propre, qu'on est la seule à connaître, et la réalité commune qu'on croit connaître, et que chacun croit connaître, mais qu'en fait personne ne connaît. Puisque on va, et c'est là où interviennent les perceptions, on va percevoir la réalité extérieure, la réalité soi-disant réelle, la réalité réelle, comme on l'appelle, ou la réalité commune, la réalité extérieure, on va la percevoir en fonction de sa propre réalité. En fonction de son vécu, en fonction de son ressenti, de sa structure mentale, etc. Il y a une perception du monde extérieur, mais en fonction de ce qu'on est, on va le voir un peu plus en détail. Qu'est-ce que la réalité? La réalité, elle a à voir avec l'univers dans lequel on est. Ce qu'on appelle réel, c'est le monde matériel. Hein, la réalité extérieure, la réalité commune, la réalité du dehors, ça a à voir avec la matière, ce qu'on peut toucher. La matière est dans l'espace, sinon on peut pas la toucher, donc on doit traverser l'espace. Ma main doit traverser l'espace pour toucher la table. Donc il y a de l'espace et de la matière, et la matière et l'espace existent dans le temps. Donc c'est ces trois éléments, matière, espace, temps, qui sont interconnectés. Si on enlève un, les deux autres disparaissent. Donc ça va vraiment ensemble. C'est ça ce qu'on appelle l'univers matériel, ou la condition humaine, on pourrait dire, hein, dans laquelle on expérimente quelque chose. Et c'est là où le sujet va devenir un peu philosophique, mais on y reviendra un petit peu plus loin.
ce qui est intéressant, c'est de voir que le monde extérieur est est quelque chose qu'on va percevoir, évidemment, depuis l'intérieur, et ces perceptions vont être influencées par notre histoire, notre vécu, etc. Quand on vient au monde, quand on arrive sur Terre, quand on vient de naître, on n'a aucune idée de tout ça, et on est juste en train de percevoir les choses de façon brute. On perçoit la lumière, les sons, les sensations physiques, on perçoit ça, et on va donc percevoir ce monde extérieur, mais il va nous apparaître d'une certaine façon, il va être très brut, et en fonction des événements qu'on va traverser, ne serait-ce que même dans les premiers jours de la vie, ou dans les premières semaines, et a fortiori au fur et à mesure que le temps avance, on va interpréter les choses. Donc il y a une perception brute, et il y a une interprétation, qui fait qu'on va voir le monde d'une certaine manière. Quand il fait, je termine juste ça, quand il fait beau, ben, il fait beau pour tout le monde. Mais il y a des gens qui aiment pas quand il fait beau. Ils ont trop chaud, ou ça les agace, ou il y a des mouches, ou je sais pas quoi. Et puis, puis il y a des autres gens qui adorent qu'il fait beau. Ça les égale, les mouches. Vous comprenez ce que je veux dire? Et pareil quand il pleut, il y a des gens qui se râlent quand il pleut, puis d'autres ils disent, oh, c'est super, j'ai pas besoin d'arroser mon jardin. Donc, la perception de la même réalité est différente pour l'un et pour l'autre. Oui? Pour moi, la réalité, ce sont des faits. J'ai tort? Non, c'est pas tort. On va voir un peu plus loin que la réalité commune, c'est ce qu'on appelle la réalité tangible, qui est donc effectivement des faits démontrables. Hein? C'est la réalité par les preuves. Hein? Il y a des preuves. Oui, mais s'il n'y a pas de preuve, c'est de la suspicion, c'est pas une réalité. Alors c'est là où c'est intéressant de voir qu'est-ce qui est réel. Ce qui peut être démontré. Alors qu'est-ce qui peut être démontré et comment c'est démontré? Comment c'est démontré? On connaît tous le nom de Einstein. Ça ne veut pas dire qu'on connaît ses travaux, mais on connaît du moins son nom. C'était pas le seul, il y avait Bohr, il y avait d'autres gars de son époque qui ont fondé, et exploré et fondé, qui sont battus sur le ring de la physique, hein. Les grands penseurs de la physique, ça a commencé à dater. C'était les fondateurs de la physique quantique, les premiers chercheurs de la physique quantique, une physique qui dépassait la physique newtonienne de juste observer que la pomme tombe, donc il y a de l'attraction terrestre, hein, donc ça c'est juste un truc qu'on peut observer facilement, que les Grecs d'ailleurs avaient déjà fait beaucoup d'observations dans ce sens, mathématiciens, philosophes, etc. À l'époque des Grecs, il y avait les arts étaient mélangés. On était à la fois philosophe, à la fois mathématicien, à la fois artiste, etc. Parce que tout ça était un ensemble. C'était considéré comme une manière de percevoir la vie. Qu'est-ce que c'est être vivant? C'est d'avoir une vision globale des choses. Avec le temps, avec les temps modernes, bon, Newton, c'est pas les temps modernes, mais disons, il a commencé à élaborer des choses intéressantes. Après, on a commencé à observer les astres et faire des théories qui restent des théories, hein, puisqu'elles sont remises en question. À un instant T, la science pense avoir raison parce qu'elle en est là, et puis 100 ans ou un siècle ou 2 ou 3 plus tard, eh bien on se dit ah ben non, ils avaient tort parce qu'on connaissait pas ça. Depuis on a trouvé ça, et donc en fait c'est pas les pommes qui tombent, c'est la terre qui attire vers la pomme. Non, là je dis n'importe quoi, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on relativise ce qu'on a cru comme une vérité à un moment donné. On rencontre ces phénomènes en médecine. On rencontre ces phénomènes en médecine, oui. Ouais. Et on observe un tas de choses qui sont dues aussi par cette théorie que l'observateur modifie l'expérience. Quand on fait une expérience aussi pure puisse-t-elle sembler,
elle est quand même influencée par ce que l'observateur s'attend à trouver. Et ça a été démontré, hein. Il y a eu plein de théories là-dessus. Alors je suis pas physicien, hein, donc je peux pas tout expliquer, mais disons que il y a des choses vraiment très intéressantes qui démontrent ça, que effectivement la réalité est remise en question. Même la réalité factuelle, comme vous disiez, la réalité factuelle, elle est factuelle dans un cadre donné, oui, mais on peut la remettre en question à partir du moment où on remet en question les fondamentaux du cadre, donc matière, espace-temps, puisqu'on sait que le temps a été relativisé de manière assez magistrale par Einstein. La matière est relativisée par les dernières, même encore depuis longtemps, mais encore ça continue à être relativisé avec les travaux au CERN sur l'énergie et sur l'atome, puisqu'on se rend compte que l'atome n'est que de l'énergie. Il n'y a pas de matière en soi, il n'y a pas un truc dur qui existe. Ce sont des énergies en action, et on peut aussi imaginer, j'écoutais hier soir une petite vidéo sur Tesla, qui expliquait assez bien qu'en fait tout est lumière, hein. Alors c'était dit avec les mots de son temps, mais c'est la lumière en fait qui se manifeste sous forme de matière, donc sous différentes formes. C'est de la lumière. Et dans ce contexte, on peut imaginer à quel point tout est relatif à une certaine perception. Je vais revenir un petit peu en arrière pour pas trop se perdre dans de la théorie qui nous sert à rien, mais disons que ce qui est intéressant, c'est d'imaginer que nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes dotés de sens. Les 5 sens, en particulier, on peut imaginer qu'il y en a d'autres et on va en parler après, mais en tout cas, on a nos 5 sens physiques. Ce sont des sens physiques, hein. Donc la vue, le toucher, l'odorat, le goût, et qu'est-ce que j'ai oublié? L'ouïe, les 5 sens qui vont nous permettre de percevoir la matière. Donc en fait, la matière dans l'espace et dans le temps. Ce sont des sens adaptés à ce cadre. Nous percevons donc ce qu'il y a dans ce cadre puisqu'on a des sens adaptés à ce cadre. On est d'accord? Je vais pas avec mes yeux qui sont adaptés à ce cadre voir un ange passer. Si je vois un ange, c'est une hallucination. Ou alors, mes yeux, j'ai transcendé ou transmuté mes yeux. J'en suis pas là, donc je peux pas en parler parce que j'avais pas fait l'expérience. On peut avoir, il y a des gens, on parle des gens qui ont la clairvision, la clairaudience, la clairsentence, enfin bref, des clairvoyants, hein, des gens, des médiums, autrement dit, qui ont un accès à d'autres réalités, des réalités parallèles. C'est pas parce qu'on peut pas le démontrer ou le prouver que ça n'existe pas. On peut remarquer, observer qu'il y a un très très grand nombre, mais immense, hein, c'est pas des petites exceptions ici et là. Il y a un très très grand nombre de témoignages, d'expériences qui démontrent ça. Il y a quand même des miracles qui sont répertoriés, des guérisons miraculeuses qu'on ne comprend pas, des transformations on ne sait pas comment ça marche, hein. Et la science continue à explorer ça, bien que elle le fait à mon goût un peu timidement. ça serait intéressant de mettre vraiment de l'argent, de la recherche pour explorer les trucs qui nous dépassent, plutôt que d'expliquer ce qu'on voit avec nos yeux. Mais ça, c'est vraiment personnel. C'est mon côté curiosité qui me pousserait dans ce sens. Je parlais d'un sujet philosophique tout à l'heure quand on aborde la réalité et son état, parce que finalement, qu'est-ce qui est réel? Nous sommes, en tant qu'être humain, nous sommes dotés d'un corps qui est une antenne pour percevoir le monde matériel.
alors on croit que le monde est matériel, puisque c'est la seule chose qu'on peut percevoir. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'autre chose. Et là intervient le sixième sens, qu'on peut affûter si on y accorde de l'intérêt ou de l'importance. C'est-à-dire que plus on va être à l'écoute de sa petite voix intérieure ou de son ressenti. On parlait, on parlait dans le dernier café hypnose des hypersensibles. On en a parlé longuement. C'était un sujet qui a passionné beaucoup de monde. Et effectivement, les hypersensibles ont un sens qui est au-delà des 5 sens. Ils perçoivent des choses. Excusez-moi. Oui. Est-ce qu'ils perçoivent ou est-ce que c'est un mal-être? Parce que ceux qui sont hypersensibles, il y en a qui sont malades. Alors oui, l'hypersensibilité, on l'a vu assez largement la dernière fois, et je vous invite à aller voir la vidéo de ce café hypnose, parce qu'on en a parlé pendant 1h30. Effectivement, c'est une hypersensibilité, donc une manière de percevoir d'autres au-delà du champ habituel de perception, qui fait que si on sait pas le gérer, c'est très très difficile à vivre. Bah, ils vivent comme des ermites. Très difficile à vivre. Et c'est la différence, effectivement, quand on arrive à canaliser ou à gérer cette hypersensibilité, ben on peut se protéger des informations qui ne nous concernent pas et garder cette haute sensibilité comme un atout, comme une qualité, sans être perturbé. Mais c'est valable aussi pour je viens de parler des médiums. Alors, ça serait un autre sujet, mais disons, on peut faire une petite parenthèse là-dessus. Les médiums, au début, qui découvrent leur médiumnité, ils sont très mal à l'aise. Ils ont l'impression d'être fous, de pas être normaux. Hein. Donc c'est normal, c'est normal de se sentir anormal quand on a des perceptions qui sortent de la norme, qui sont effectivement anormales, c'est-à-dire hors norme. On a nos 5 sens qui sont livrés à la naissance avec notre corps, et c'est les 5 sens qui permettent de percevoir la réalité physique, la réalité dans laquelle on est appelé à interagir les uns avec les autres. Et c'est là où ça devient intéressant. Et l'intuition, alors, mon ami, c'est la même chose. Alors, l'intuition, elle va être au niveau des sens. Ça va être dans une réalité personnelle, d'abord, qu'on va la reconnaître. Et après, il reste à démontrer ou à expérimenter qu'est-ce qu'on peut faire avec cette intuition, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais quand mes sens me donnent des informations au-delà du réel. C'est-à-dire quand je commence à devenir médium. Alors je mets des guillemets parce que Sur une médiumnité, c'est pas... disons que après moi j'ai pas cherché. Je vous avoue, et je m'en excuse, j'ai pas cherché la définition dans le dictionnaire de médium, mais disons qu'on peut avoir plusieurs possibilités. On peut percevoir des choses dans des mondes parallèles. Par exemple, avoir de la connaissance un peu infuse. Les médiums sont souvent appelés pour être en contact avec des défunts, avec des êtres de l'autre côté. Personnellement, je suis un petit peu plus prudent avec ça, même si j'évacue pas la possibilité. Mais disons que ce qu'on veut parler, toi tu parles plutôt de sixième sens, donc d'intuition, hein, d'intuition qui va être une perception et qui demande à être vérifiée. Je vais vous donner un exemple que j'ai vécu il y a de nombreuses années quand j'avais ma petite entreprise et que je travaillais avec des promoteurs immobiliers. Et je me suis rendu compte que quand je devais travailler avec certaines personnes, eh bien, il y avait des fois où ça se passait bien, des fois où ça se passait pas bien. Et puis à un moment donné, j'ai
eu comme des sensations. Je le sens pas, je la sens pas. Hein. Je sens pas ce gars-là, et donc j'ai commencé à refuser des travaux, même des travaux alléchants. Hein. J'aurais pu gagner peut-être beaucoup d'argent, je sais pas, un mandat de quelques dizaines de milliers de francs. Moi, j'étais un petit artisan. Hein. Et donc, mais j'ai commencé à écouter mon intuition parce que je m'étais ramassé quand même quelquefois sur des histoires où j'avais perdu de l'argent, où ça s'était mal passé. Et puis, où je l'ai regretté, parce que je me dis, mais, je l'avais senti. Je l'avais senti que ça irait pas. C'est quoi d'autre, ça? Ça, c'est une intuition. Et j'ai commencé à suivre ça, c'est-à-dire à faire confiance à cette petite voix. C'est-à-dire que quand je sentais pas, je disais non. Au début, j'osais pas dire carrément non, j'inventais des excuses, que j'étais débordé, enfin bref, je trouvais des excuses. Puis après, j'ai appris à dire non. J'ai dit, excusez-moi, mais non, je vais pas faire ce travail parce que je le sens pas. Alors les gens tombaient des nues. Comment? Vous voulez pas travailler pour moi? Vous avez pas besoin d'argent? Vous avez pas besoin de boulot, etc. Bref. Donc ça, c'est tout aussi une démarche. Qu'est-ce qu'on fait avec ces intuitions? Comment est-ce qu'on les assume? Comment est-ce qu'on se positionne? Et là où j'ai pu vérifier ça, c'est que moi j'étais maquettiste d'architecture à l'époque. C'est un tout petit monde. Et je connaissais les autres maquettistes de la région. Et j'ai pu observer maintes fois les boulots que j'ai refusés. J'ai appris que c'était tel ou tel collègue qui avait pris le travail et que ça s'était mal passé pour eux. Alors, c'est pas très souvent qu'on a la possibilité de vérifier ses intuitions. Mais quand c'est le cas, eh bien, ça vaut la peine d'y prêter attention parce qu'on se dit, ah, mais, oui, j'ai une petite voix. J'ai une petite voix. Ouais. Quand on écoute l'intuition, on se trompe pas. On se trompe pas. Comme des fois, on n'ose pas l'écouter. Ah, c'est ça, les mêmes. On n'ose pas toujours écouter l'intuition. Si on ose l'écouter, on se trompe. Ouais. On se trompe pas. Alors, avec la médium, la médiumnité. Alors, la médiumnité, c'est pas une intuition. Il perçoit des choses où il voit des trucs que nous on voit pas, je sais pas. Alors, à mon avis, oui. À mon avis, c'est pareil, sauf que c'est un degré différent. C'est une intensité différente. Hein. Pour moi, c'est tout pareil. C'est-à-dire que, ouais, exactement. Et puis, c'est pas l'objectif de tout le monde. On n'a pas tous envie d'être médium. Perso, moi, j'y tiens pas. Hein. J'ai assez à faire avec mes 5 sens, avec ce que j'ai déjà à faire dans l'univers réel. Ça m'empêche pas d'avoir, comment dire ça, de ressentir une connexion avec l'universel, avec ce que je vais appeler ma spiritualité, c'est-à-dire ma perception, ma connexion avec l'au-delà, mais j'ai pas des interactions très précises qui me permettent de faire des choses, par exemple, de faire pleuvoir sur mon jardin pour éviter d'avoir à l'arroser. Ça pourrait être chouette. Il y a sûrement des gens qui sont capables de faire ça. J'avais rencontré, quand j'étais tout jeune, un prêtre qui était médium, qui discutait avec les morts et puis qui faisait pleuvoir sur les cultures quand c'était nécessaire. Il se trouve que c'était un père dominicain, sauf erreur, je me souviens plus très bien, le père Humbert, comment il s'appelait, Humbert Biondi. Je suis sûr que si on cherche, on va trouver des trucs sur lui. C'était un gars extraordinaire. Un des premiers maîtres, on va dire, première personne qui m'a vraiment ouvert l'esprit sur des choses bizarres, des réalités différentes. Et c'est de ça qu'on parle ce soir, des réalités différentes. Donc il y a une réalité factuelle dont on parlait tout à l'heure, réalité commune. C'est en fait un consensus d'interprétation. On s'est tous mis d'accord pour interpréter ces choses-là de cette manière. Je dis on s'est mis d'accord, évidemment inconsciemment, voire au niveau de l'âme, ou je sais pas, quand on s'incarne, on est d'accord d'entrer dans ce jeu-là, et on va donc entrer en relation avec les autres dans ce consensus, un consensus d'interprétation. Mais après, il y a cette fameuse réalité personnelle, c'est-à-dire le monde intérieur. Mon monde à moi n'est pas le monde extérieur, c'est le monde extérieur que j'ai interprété et engrammé de cette façon-là. Donc c'est mon interprétation du monde. En partie,
Et puis en seconde partie, mon monde est fait d'imaginaire, de rêves, d'idéaux, de projections, d'inspiration, d'espoir, d'imagerie, etc. Tout ce qui a du sens pour moi. Je vais évidemment pas imaginer des dieux africains que je connais même pas. Donc forcément que ma vision, elle va être imprégnée de ma culture, de mon vécu, etc. Je vais penser à mon ange gardien. Puis peut-être un Africain, il va penser à la girafe magique. Je m'excuse de dire ça, je dis une bêtise, mais pour dire qu'il peut y avoir des trucs qu'on connaît absolument pas. Comme quand on va au Japon, on est quand même assez surpris de leur mode de vie. Pourtant, c'est leur réalité commune. Dans ce qu'ils mangent, dans ce qu'ils font, dans leur manière de vivre, c'est complètement très 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 différent. C'est très déroutant d'aller au Japon. Oui, ça c'est toutes les... Alors, il y a des réalités qui sont très différentes, puis il y en a qui sont assez semblables. Oui, bien sûr. Nous aussi, on est déboussolés. Bien sûr. En Mongolie. Bien sûr. Je suis jamais allé en Mongolie, c'est pour ça. Je parle du Japon, pas j'étais là-bas, mais bien évidemment que il y a des réalités qui sont très très différentes. C'est pour ça que ces pays nous intéressent, parce que bien sûr. mode de vie totalement différent. Ouais, exactement. Et donc on va avoir, moi j'avais mis l'intuition dans ce paquet de réalités personnelles. C'est-à-dire comment j'écoute, comment je suis en relation avec. Voilà, il y a quelqu'un qui arrive encore. Comment je suis en relation avec mon univers intérieur et finalement aussi comment je suis en relation avec l'univers extérieur. Est-ce que je me sens en confiance dans ce monde extérieur ou est-ce que c'est un monde extérieur qui me fait peur, qui a l'air hostile? C'est très différent. C'est le même monde pourtant, mais on va le vivre de manière différente. Une personne angoissée va trouver ce monde extérieur qui est le même que le nôtre, on est voisins peut-être, elle va le trouver très angoissant. Et une autre personne va trouver, non, tout va bien, c'est super. Ça peut expliquer les gens qui sont très angoissés? Oui, bien sûr. Les personnes angoissées, c'est ça. Il y a quelqu'un qui arrive. Oui, bien sûr. Les personnes angoissées, c'est exactement ça. Ce sont des personnes qui vont interpréter le monde extérieur, le monde commun, le consensus général, comme étant dangereux. Et ça a à voir avec leur histoire. Et c'est puisque c'est une perception personnelle, on peut la changer. C'est ça la grande bonne nouvelle. Pourquoi est-ce qu'on peut faire de la thérapie avec des personnes angoissées? C'est parce que l'angoisse n'est qu'une projection, c'est qu'une perception des choses. C'est pas la réalité. De même que la confiance, d'ailleurs, la confiance, quelqu'un qui est confiant, il est aussi autant dans l'illusion que quelqu'un qui est angoissé. C'est juste une vision du monde. Par contre, c'est plus confortable d'être confiant que d'être angoissé, c'est sûr. Mais par rapport à la réalité, on peut observer que moi, j'ai un peu plus de 60 ans, qu'en 60 ans de vie, j'ai jamais pris une tuile sur la tête. Mais ça peut arriver de se promener dans la rue et de recevoir une tuile qui tombe d'un toit. Voilà, ça peut arriver. Mais j'ai eu d'autres tuiles sous forme symbolique, bien sûr. Mais pour dire que on a des sensations qui vont être des sensations vécues qui vont être interprétées comme des réalités et qui vont influencer notre réalité et notre regard sur le monde. Et c'est la raison pour laquelle il y a des gens qui vont être confiants sur d'eux, puis il y a d'autres gens qui vont être timides et angoissés. Voilà. Il y a des gens qui tombent même malades, c'est ça. Pardon? Il y a des gens qui tombent même malades. On peut tomber malade. Quelqu'un qui a la croyance qu'il est solide comme un roc, il va jamais tomber malade. Jamais. Et ça fait partie des mystères que la science même, la médecine n'explique pas. On ne sait pas comment certaines personnes guérissent. Par contre, ça a été démontré plein de fois, l'effet placebo. L'effet placebo, il est démontré absolument. Il est démontré absolument. Et donc, ça démontre à quel point l'impact de notre vision du monde va influencer
jusqu'à notre physiologie, je crois qu'on dit, pardon. Et autre exemple, il y a des gens, on le sait, les médecins le disent eux aussi. Quand vous annoncez à quelqu'un qu'il a le cancer, eh ben vous allez aussi lui dire prenez du bon temps, battez-vous, parce que si vous battez, vous allez guérir. Mais si vous partez perdant, vous n'allez pas guérir. Donc on sait à quel point l'esprit humain, la force de l'esprit, va permettre à la personne de lutter contre même sa maladie, contre quelque chose de matériel. Ce sont des cellules, des atomes, de l'énergie, de la matière dans l'espace et dans le temps, sur laquelle on va avoir plus ou moins d'impact. Et l'effet placebo, l'effet de positif qui permet à une personne de guérir, c'est un effet sur son propre monde. Et donc, la créativité intérieure, la créativité qui va être plus ou moins libre, plus ou moins totale, ouverte, grande ou petite ou réduite, la créativité qu'on s'accorde dans la fabrication de sa propre réalité, je veux dire, et justement la thérapie aide à ça, créer un monde positif, un monde bénéfique pour soi, un monde sain, pour être en bonne santé, avoir bon moral, avoir de l'énergie, etc. Et c'est ça qui va faire que certaines choses vont être possibles ou pas possibles. En fait, si je me limite, je vais rendre un certain nombre de choses impossibles. Si je me limite pas, je vais augmenter le champ des possibles. Et donc là, on est vraiment dans cette projection de la réalité, c'est-à-dire que ma réalité intérieure vient prendre le pas ou va s'imposer dans le monde extérieur. Il y a cette réalité commune, cette réalité tangible, la science qui est basée sur des preuves, mais on se rend compte à quel point ce sont souvent des illusions, parce que tout peut être mis en question, et la physique le démontre. Alors bien sûr, ça nous rassure d'avoir des trucs un petit peu qui sont bien carrés, bien cadrés, on sait comment ça marche, on sait que tel ou tel élément va produire telle ou telle chose. En physique, en science. Mais il faut pas oublier une chose, c'est que tous ces outils de mesure, le CERN par exemple, cet immense cercle là qui sert à observer qu'est-ce qui se passe quand on casse des atomes. C'est très bien de faire ça. Mais le CERN lui-même, il est fait en métal. Il est fait avec des atomes. Les outils de mesure, ils sont faits avec des atomes, ils sont faits avec de la matière. Nos outils de mesure qui servent à mesurer la matière sont faits de cette même matière, exactement comme notre corps est fait pour percevoir le monde matériel. Et c'est pourquoi c'est si difficile de percevoir des mondes parallèles, des mondes différents, des réalités différentes, parce qu'on les perçoit pas avec les mêmes sens. Et c'est là où c'est intéressant de parler d'intuition, et à un niveau un peu plus intense peut-être de médiumnité, ou d'autres facultés qu'on pourrait développer éventuellement. Il y a quand même des miracles, ça existe, ça a été démontré, on ne sait pas comment ça marche, mais il y a des trucs bizarres, il y a des trucs qui sont hors contexte de cette réalité commune. Je reviens aux perceptions, puisqu'on voit que ces réalités peuvent être différentes. Alors on va abonder, on va s'intéresser ou pas. Hein. On a tout à fait le droit de dire non, moi je crois que ce que je vois, et puis rester dans le cadre de cette réalité qui peut être, c'est marrant, c'est paradoxal. Elle va être assez confortable parce qu'elle va nous rassurer, cette réalité matérielle, et en même temps pas du tout. Parce que cette réalité matérielle, c'est la preuve de notre finitude, de notre mort qui va arriver indéniablement, de notre décrépitude, etc. C'est la réalité, hein, c'est horrible.
On commence à avoir l'âge où on se dit que c'est horrible. En même temps, c'est merveilleux. En même temps, si tu parles, si tu commences à ouvrir sur la perspective ou ne serait-ce que la possibilité d'autres réalités, c'est-à-dire d'enrichir ou de, comment dire ça, d'enjoliver ta réalité intérieure, tes perceptions, ta manière de voir, ça va mettre un filtre très agréable sur ta manière de percevoir la vie. Et du coup, voilà, moi j'ai plus 20 ans, et c'est vrai que des fois j'ai un peu mal au dos, etc. Alors, comment je fais? Est-ce que je me plains parce que je suis dans la réalité qui me fait mal au dos? Ou est-ce que je prends ça comme une expression d'une expérience de vie qui peut m'amener à être plus sensible à certaines autres choses? C'est un exemple. Parmi d'autres, il y aurait plein de possibilités comme ça, de se laisser se laisser la possibilité, la joie créative de faire quelque chose avec cette réalité commune, cette réalité matérielle. Qu'est-ce qu'il y a au-delà? Et comment elle tient, cette réalité matérielle? Avec toutes ces études scientifiques, personne n'a encore compris comment les atomes tiennent entre eux. On ne sait pas, on parle d'une force électrique, mais on ne sait pas ce que c'est, cette force électrique. Impossible de la mesurer, de la quantifier. On ne sait pas combien mesure un atome. Enfin, un atome, oui, mais après on les coupe, on arrive à des protons, neutrons, les quarks, les machins. On est toujours plus petit. Hein? Mais la force électrique, c'est la tension. C'est la tension? Oui, alors, non, la tension, c'est un déplacement d'atomes. C'est force électrique. Ce sont des déplacements d'atomes. Ce sont des déplacements d'atomes. Quand on regarde comment les atomes tiennent entre eux, ça, on ne sait pas comment ça tient. On ne sait pas comment ça tient. Mais ça ressemble à quoi, un atome? On ne sait pas. Non, on ne sait pas. On le représente par des petites boules, mais on sait que ce ne sont pas des boules, c'est de l'énergie. Donc on est dans quelque chose. On est en train, et ça les physiciens se cassent les dents là-dessus, essaient de démontrer la matérialité de la matière, et plus ils essaient de démontrer la matérialité de la matière, plus ils découvrent que la matière n'est pas matière. Il n'y a que de l'énergie, énergie et vibration. Voilà. Alors quand on commence à se dire, ok, tout est énergie et vibration, ça veut dire qu'on est dans une dimension matérielle qu'on va percevoir avec nos 5 sens. Ok, d'ailleurs, tout à l'heure, on va manger un petit truc, on va boire un petit verre. Je me réjouis parce que on est dans ce monde de matière que j'aime. Hein, moi, j'aime le monde de matière dans lequel on est. On peut l'aimer ou le détester, mais en tout cas, moi, en l'occurrence, moi, je l'aime bien. Mais il n'y a pas que ça, puisque même ce qu'on mange, ce qu'on boit, même la source de nos plaisirs n'est que de l'énergie en vibration. Ça veut dire que quand on commence à penser à ça, on se dit bon qu'est-ce qui m'empêche de percevoir ou de ressentir des choses qui sont au-delà de ce monde matériel? Alors certes, ce sont des choses qui peuvent être déroutantes, de communiquer peut-être avec l'au-delà, alors là du coup on arrive à la médiumnité, hein, ou à une perception de réalité différente. Et on peut le faire en toute simplicité. Il n'y a pas besoin que ça nous fasse peur, ou que ça nous effraie, ou que ça nous limite. C'est juste prendre conscience, et ça c'est une proposition, hein, prendre conscience que la réalité telle qu'on la connaît, extérieure, elle est figée. La réalité intérieure, elle est beaucoup plus libre parce qu'elle est faite de rêves. Elle est faite de tous nos états, de nos émotions, de nos expériences. Donc, dans la réalité intérieure, il n'y a ni matière, ni espace, ni temps. Donc, on est vraiment dans un espace beaucoup plus libre. Et à partir de cet espace, on peut peut-être s'ouvrir à quelque chose qui est au-delà. Ça, c'est la proposition. On peut matérialiser nos imaginations, c'est ça? Exactement. Matérialiser son imagination.
C'est une manière de dire. Et finalement, c'est ce qu'on fait en thérapie. Parce que lorsque vous êtes dans votre réalité, enfin, je dis vous, nous, moi, tout le monde, hein, on fonctionne tous comme ça. En fait, on va penser qu'une chose est vraie et elle va se réaliser. Ça marche pas tout le temps. Ça marche pas tout le temps parce que on croit que ça marche pas tout le temps. Voilà. Moi, j'ai une feuille qu'il faut visualiser un projet, le penser, le visualiser, et après, la 5e phase, on l'a réalisé. Ouais. Alors. C'est sous mes yeux tous les jours. Oui. Alors, le problème, c'est que ça marche pas tout le temps, effectivement, ça marche pas n'importe comment. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse d'aller vraiment plus en détail, sur ma chaîne YouTube, il y a une vidéo d'un café hypnose que j'ai donné il y a déjà quelques années sur la loi de l'attraction où j'explique tout comment ça marche. Effectivement. Le truc, c'est que, effectivement, ça suffit pas d'écrire 50 fois je suis riche, je suis riche, je suis riche, je suis riche. Non, mais peu importe. Je donne un exemple. Si j'avais envie d'être riche, pour être riche, déjà, riche de quoi? De savoir, riche d'argent, riche d'amis. Ouais. Et puis après, dire, tiens, non, je veux du pognon. Alors, le pognon, faudrait que je travaille. Mais pour travailler, est-ce que j'en ai la capacité, l'envie, et nanana. Et puis, c'est un cheminement. Il faut se donner les moyens de son but, ou de à quoi ça fait la finalité. Là, je vais me permettre de réagir là-dessus, mais ça pourrait être le cas pour n'importe qui. C'est qu'en fait, vous êtes vraiment la preuve de ce que je viens de dire. C'est-à-dire que votre réalité, elle est exactement comme vous pensez qu'elle est. C'est-à-dire que... C'est que le matériel. Non, mais même... Mais ça, c'est un exemple. Oui. Non, mais même. Regardez les gens qui sont riches. On en connaît. On n'a pas tous des amis milliardaires, mais disons qu'on connaît des gens qui sont riches ou qui sont aisés, etc. Pour eux, c'est tout à fait normal d'être riche et aisé. C'est normal. C'est tellement en eux qu'ils le projettent même plus. Mais parce qu'ils croient que tout le monde est riche aussi. Mais ils croient que tout le monde est riche. Mais oui, exact. Ben oui. Donc, c'est exactement ça que je veux dire. Alors, la richesse, c'est un sujet un peu chaud, parce qu'on a tous pas mal d'émotions avec ça. Mais si on prend un tout petit peu de recul, on peut remarquer que chacune d'entre nous a finalement la vie qu'il a projetée. Et le problème, c'est quand ma vie me plaît plus, j'aimerais bien, ou pas forcément toute ma vie, mais un des éléments de ma vie me plaît plus, j'aimerais bien projeter autre chose. Mais comment je peux projeter autre chose? Alors, il y a tout un tas de trucs et astuces soutenus par les gens qui font du développement personnel, plus ou moins New Age, etc., de la pensée positive, de se convaincre, de se mettre des petits post-it partout, de se répéter, blablabla, etc. Mais le truc, c'est que tant que vous y croyez pas vraiment, ça n'arrive pas. Il faut y croire vraiment. Et comment on fait pour croire quelque chose qui n'est pas dans sa réalité? Eh ben ça, c'est très difficile. C'est-à-dire qu'il faut changer sa réalité. Et pour changer sa réalité, il faut être d'accord de changer d'identité. Parce que si ma réalité change, le Philippe qui est là en train de vous parler, il change aussi. Il peut plus être. Et ce Philippe, j'y tiens. Donc, si je tiens à mon identité, je vais avoir beaucoup de peine à changer ma réalité. Et pour changer ma réalité, je dois être d'accord de faire un travail sur mon identité. Et quand on travaille de cette manière-là, en tout cas c'est mon approche en thérapie avec l'hypnose, c'est que on va travailler évidemment sur le problème, parce qu'il y a une demande, la personne elle vient avec une question, elle vient avec un truc qui va pas, évidemment on va travailler sur ça, mais ça ne marchera pas si on travaille que sur ça. Il faut travailler en même temps sur son identité, qui vous pensez être, et qui vous donnez la possibilité d'être.
qui vous vous accordez d'être. Et peut-être que ce changement, il peut être en désaccord avec votre structure, avec votre construction, avec votre loyauté familiale, etc. Donc il y a vraiment un travail à faire sur l'identité. Le travail sur l'identité va changer la réalité, et à partir du moment où on peut s'offrir plus de possibilités dans sa réalité, le problème, il n'est plus, il disparaît. Oui? C'est ce que je voulais dire tout à l'heure, quand vous avez parlé des peurs et tout ça. Ouais. Je me disais, quelqu'un qui est en souffrance parce qu'il a des peurs contrôlables ou incontrôlées, et qu'on arrive peut-être à le calmer en lui faisant comprendre qu'il y a une autre réalité, ou une possible réalité, qui va peut-être amenuiser ses peurs ou arriver à stabiliser ou à le permettre de contrôler ses émotions. Oui. Est-ce que s'il y arrive, il va pas tout d'un coup se sentir mal de se dire j'ai changé, oui, et je me reconnais plus dans ce changement, et là on crée un autre mal-être. Alors c'est exactement ça. Ça c'est vraiment la clé de la thérapie, là, c'est ça. Vous venez de dire ça par rapport à ce que vous avez dit avant. Moi j'ai fait tout un... Oui, tout un... Donc on arrive au même point. Oui, non mais vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire qu'on peut pas... Mais on a presque... On a créé un autre. Ouais, complètement. On peut pas résoudre un problème sans changer la personne. C'est impossible. Après, on peut pas... S'il est plus confortable maintenant, et puis qu'il est plus tout à fait le même. Disons qu'on va pas réussir à changer. Il y a la peur derrière du changement. Oui. Mais alors, ça dépend quoi, ça dépend qu'est-ce qu'on change, ça dépend, etc. Mais c'est vrai que quand il y a un grand changement, mais même un petit changement, ça peut être facile. C'est-à-dire que si, bien sûr. Le boulot, t'es ado, tu deviens adulte, après adulte, tu cherches du travail, ton travail te plaît pas, on te fait vider, tu dois t'adapter, tu rencontres un copain. Alors, il y a des personnes qui... Mais ça fait partie... Tout le monde, ça peut traverser bien sûr. Mais il y en a qui angoissent. Mais ça fait partie de la croyance, que c'est normal, il y a tout le temps des petits changements. Voilà. Donc quand on a cette croyance qu'il y a tout le temps des petits changements, on s'adapte. Et puis c'est la croyance, je m'adapte, parce qu'il y a tout le temps des petits changements, donc je m'adapte. Donc tout va bien. Tant que vous êtes là, vous n'êtes pas en train de changer d'identité. Vous changez d'identité quand tout d'un coup vous êtes face à un truc que vous n'arrivez pas à changer, que vous n'arrivez pas à admettre. Et à ce moment-là, il faut changer d'identité. C'est clair que tous les petits changements, il n'y a pas de petits changements, disons, tous les changements qui semblent faciles ou accessibles, eh bien, ne vont souvent pas nécessiter un changement d'identité, c'est-à-dire ne vont pas nécessiter un changement de réalité. La réalité qui est vécue par une personne comme ça inclut le fait qu'il y a des changements qui font partie de la réalité. Pour moi, ça fait partie de la vie, les changements. Oui, bien sûr. Mais pour moi aussi. Donc, mais on n'est pas en train de dire qu'on a raison, on a tort. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est que il y a des fois, et c'est là où on a besoin des fois de soutien ou d'aide ou d'un truc qui nous aide à changer, parce qu'on est face à un changement qu'on n'arrive pas à faire. Et quand on est face à un changement qu'on ne peut pas faire tout seul, qu'on n'arrive pas à faire, c'est que on est face à un problème d'identité, de réalité. On veut pas. Mais c'est pareil. C'est pareil. Si on veut pas, c'est qu'on n'arrive pas. Si on n'arrive pas, c'est qu'on veut pas. C'est un peu pareil. C'est, bien sûr. C'est produit par c'est le résultat d'un chemin qui fait que, qu'on veuille ou qu'on veuille pas, qu'on arrive ou qu'on n'arrive pas, on est bloqué. On est bloqué. À cause de quoi? On sait pas, il y a toujours des causes. L'enfance, machin, mauvaise expérience, ou alors qu'on est fatigué, qu'on ne peut plus, ou alors qu'on n'y croit plus, ou qu'on a perdu la foi, qu'on a perdu le goût. Peu importe la raison. Mais ça a à voir avec l'identité, là. C'est-à-dire, ma réalité, elle est comme ça.
Ma réalité, c'est que j'en ai marre, j'en peux plus. Ma réalité, c'est que j'ai vécu des expériences que je trouve trop dures et j'irai pas plus loin. Donc ça, c'est un blocage. La personne, dans sa réalité, dans son identité, elle est bloquée. Et quand on arrive là, et c'est le cas des personnes qui ont des gros problèmes, burn-out, dépression, angoisse, ce genre de trucs. Je parle pas de, effectivement, quand il y a des changements tout le temps, de déménager, changer de boulot, etc. Ok, ça c'est un peu des changements de surface. Mais quand on est dans ce qu'on appelle à ce moment-là des transitions, c'est des changements intérieurs. Là, on est souvent face à des défis au niveau de l'identité et donc au niveau de la réalité. Et on revient sur cette question de la réalité. Ma réalité, c'est ce que je crois que le monde est. Je crois que la vie, c'est ça. Et d'ailleurs, ça nous amène beaucoup de soucis parce que tout le monde croit que le monde est comme il le voit. Et souvent, on s'engueule pour ça. Non, c'est pas comme ça. Non, c'est comme ça. Non, t'as tort, j'ai raison. On se frictionne. Pourquoi? Parce que on est sûr, on n'a pas bien conscience qu'en fait, la réalité que je perçois, c'est la réalité que je perçois. C'est pas la réalité. C'est ma réalité. Et l'autre, il perçoit, forcément, il a un autre parcours. Il a un autre point de vue. Donc, il perçoit un autre monde. C'est vrai qu'on s'énerve. Vous voyez les choses comme ça, je les vois autrement, parce qu'on a un autre point de vue. On a un autre point de vue, c'est tout. Si vous regardez la bouteille, moi je regarde la bouteille, c'est la même bouteille, sauf qu'on voit pas la même partie de l'étiquette. Non, donc ça, c'est aussi simple que ça. Et donc, mais souvent on se chamaille parce que on dit non, l'étiquette, elle est comme ci, etc. Là, on est un peu limité parce qu'on tient à la réalité. Pourquoi on tient à la réalité? Parce que souvent on a peur de perdre son identité. Pas pour une étiquette de bouteille, bien sûr. Mais pour des choses plus importantes, si je veux changer ma réalité, je dois admettre de changer mon identité. Donc, je dois... Mais c'est grave de changer son identité? Ça veut dire quoi? Ça peut être grave, ça peut être douloureux, ça peut être difficile. C'est comme de changer de nom, de prénom, de changer de croyance, etc. Ça a à voir avec soi, ouais, ça a à voir avec soi. Moi, je suis habitué à vivre avec moi, j'ai une manière de fonctionner qui me convient, et puis si je devais tout d'un coup me transformer, ça serait difficile, ouais. Ça serait difficile. Alors, heureusement, ça se fait de manière graduelle, puis on change pas du tout au tout. Imaginez que vous êtes dans une chambre toute noire. Ouais. Ok, vous êtes dans une chambre noire. Vous pouvez tâtonner, trouver la porte, c'est pas facile. Le jour où vous trouvez la porte, merde, elle est fermée à clé. Ok. Ouais. Alors vous faites quoi? Il y a plusieurs manières de faire. Vous pouvez continuer à chercher, tâter tout partout, le sol, le plafond, les recoins, etc. Ou alors crier, vous asseoir et attendre. Vous asseoir et pleurer. Hein? Si, en cherchant, vous trouvez l'interrupteur, et puis qu'à côté de l'interrupteur, il y a la clé suspendue à un clou, tout va bien. Mais évidemment que si vous arrêtez de chercher parce que vous êtes découragé, déprimé, et vous avez peur, souvent c'est ça, hein, le problème c'est la peur, eh bien, évidemment, vous avez beaucoup plus de chances de rester longtemps dans cette pièce. Les exemples sont toujours limités, hein, ils ont leurs limites. Mais pour dire que, effectivement, c'est intéressant de voir qu'est-ce qui pousse une personne à changer. Tu l'as dit, Maria, c'est la souffrance. C'est le fait qu'on souffre que ça nous pousse à changer. Si on souffre pas, on va pas changer. Tout va bien. Ben oui, tout va bien. Donc la souffrance sert à ça. Mais je trouve qu'il y a avoir une limite. Là, basta. Ouais. Non, mais si tu restes de ta souffrance, tu souffres pas tant que ça. Parce que dans la souffrance, c'est des degrés. Parce que si tu es au bord du gouffre, tu vas peut-être quand même... on a l'instinct de survie. Au dernier moment, tu vas quand même demander de l'aide. Oui, ça, moi, je pense que... Alors, malheureusement pas. Non, malheureusement pas tous. Non. Ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. Ça va dépendre de son parcours, de sa construction
de ce qu'il croit, de sa réalité. Si sa réalité, si la réalité qu'il a produit au fil du temps, c'est que elle est fataliste et c'est que de toute façon la vie, on peut pas en sortir. Bon, évidemment, il va pas être très motivé à se bouger. Hein. Donc ça a vraiment à voir avec ça. Et là, en l'occurrence, pour rebondir à ce que vous disiez tout à l'heure, il va falloir, si la personne veut changer, veut sortir de ça, il va falloir qu'elle change sa réalité et qu'elle admette de changer sa personnalité, son identité. C'est-à-dire d'arrêter d'être victime, ça c'est une identité, l'identité de victime, et de prendre la responsabilité de son expérience. Ça a à voir avec l'identité, hein, ce genre de choses. Mais c'est pas forcément évident pour chacun. Je vais reprendre un petit peu le fil. D'ailleurs, on va arriver gentiment au bout de cette présentation, et puis on peut rebondir un peu sur des questions, si vous le souhaitez. Disons, l'idée de de ce que je voulais aborder aujourd'hui, c'est la notion de réalité. Les réalités différentes, la réalité commune extérieure et l'incroyable richesse des réalités intérieures, chacun la sienne, chacun sa réalité intérieure. Et qu'est-ce qu'on fait d'autre dans la vie que d'aller dans le monde extérieur avec son univers intérieur pour tenter de communiquer avec une autre personne qui vient avec sa propre réalité. Je vais la refaire parce que c'est peut-être un peu complexe. C'est-à-dire que je vais dans le monde extérieur avec ma réalité et je vais tenter de rentrer en communication avec des gens qui ont une autre réalité intérieure. Donc on va se trouver dans un espace commun. Alors oui, ça peut frictionner, mais pas forcément. Ça peut enrichir. Ça peut être super agréable. Au contraire, alors ça peut frictionner. Des fois ça frictionne, c'est sûr, et des fois c'est très enrichissant, c'est nourrissant, parce que ça va nous permettre d'augmenter sa réalité personnelle, d'enrichir sa réalité personnelle. Et on parlait tout à l'heure de perception, les perceptions physiques pour le monde physique, l'intuition pour les mondes extrasensoriels, et cette intuition, elle est très présente dans cet échange d'êtres humains dans le monde, dans la condition humaine, chacun arrivant dans ce monde extérieur, dans ce monde commun, avec ses propres perceptions, et là l'intuition est très importante. On revient au dernier café hypnose sur les hypersensibles, où la possibilité de percevoir le monde de l'autre va me permettre d'enrichir mon monde, d'entrer en contact d'une autre manière que si j'ai seulement mes canaux des 5 sens. Je vais entrer en contact avec mon cœur, je vais entrer en contact avec ma sensibilité, avec mes émotions, je vais entrer en contact avec mon amour. C'est un autre niveau. L'amour, c'est une autre vibration que la vibration du cerveau. On sait que comment on appelle ça, le cortex cérébral émet des vibrations et le cœur émet d'autres vibrations. Hein? Après, tout émet des vibrations puisque tout est énergie et vibration. Mais ce qu'on a pu observer, c'est que les vibrations du cœur sont plus rapides, interviennent plus vite que les vibrations du cerveau. Et tout à l'heure, vous disiez quelque chose de très intéressant. On a une petite voix, mais on l'écoute pas toujours. Pourquoi? Parce que la petite voix, c'est la voix du cœur. C'est cette voix qui nous dit juste, qui nous dit ce qui est. Et puis après, il y a le cerveau qui analyse, puis qui dit, mais non, attends, ça se peut pas. Ou bien, on a une sensation envers une personne, puis on dit, non, mais attends, c'est pas possible. Ou bien, n'aimez pas de jugement, etc. Donc on va rationaliser, on va filtrer, on va contrecarrer cette petite voix. Mais la petite voix, c'est la voix du cœur. C'est celle qui est en premier. Et puis après, il y a la voix de la raison qui vient dessus. Si on s'habitue à écouter cette petite voix, la voix intérieure, l'intuition, on va lui faire plus de place.
Et peu à peu, la voie du raisonnement, la voie rationnelle, va s'apaiser et va être plus tranquille, parce qu'elle va s'habituer à faire la place à la voix du cœur. Et ça, c'est ce que j'ai envie vraiment de partager par rapport à ces perceptions et ces réalités, de tout ce qu'on a dit. Bien sûr, il y a toutes ces réalités différentes, et il y en a bien d'autres encore au-delà qu'on ne connaît pas, les réalités parallèles, le monde des anges, des archanges, j'en sais rien, les mondes parallèles. Dieu sait ce qu'il y a au-delà, parce que tout est énergie et tout est vibration, et on peut vraiment imaginer qu'il y a d'autres choses qui existent, pas seulement d'autres espaces matière dans le cosmos, mais d'autres espaces vibratoires, comme la lumière qui existe au cœur des trous noirs. Et il y a plein de choses qu'on connaît pas encore, qui sont pas encore expliquées, mais par contre, on peut observer que quand on fait la place à cette petite voix, on a accès à des vérités. C'est comme si on se branchait sur la banque de données cosmiques. J'en ai déjà parlé, je crois. La banque de données cosmiques, où on va avoir une intuition. Évidemment, on lui fait confiance ou pas. Ça, puis il faut en prendre la responsabilité. Parce qu'on peut pas le prouver, hein. Mais par contre, quand on fait ça, on va remarquer que dans son existence, les choses vont aller de mieux en mieux. Si on fait confiance à cette petite voix, on va peut-être prendre des chemins qui ont l'air complètement détournés ou qui ont l'air dangereux. Le mental va dire non, mais va surtout pas là, tu vas te casser la gueule, etc. Mais la petite voix elle dit non, vas-y, aie confiance. Et quand on va là, ça demande du courage, certes, mais quand on va là, et c'est mon expérience, mais je suis loin d'être le seul, c'est que on va là où c'est bon et juste pour soi, on va dans la vérité. C'est un chemin de vérité, c'est le chemin du cœur. D'autres l'ont dit de manière différente, bien avant moi. Et peut-être, comme il est 20h10, on a encore un petit moment, j'aimerais vous inviter à faire une expérience, à moins que vous ayez envie de partager encore des choses sur ce que je viens de dire. Ces interprétations, finalement, qui vont aussi, peut-être, j'aimerais juste ajouter encore quelque chose, c'est que quand on va interpréter les choses, qu'elles soient du monde réel ou du monde parallèle, on va les interpréter avec ses émotions, avec une certaine émotivité ou une certaine structure émotive. Quand je dis structure émotive, c'est-à-dire on peut être hyper émotif, hyper sensible, hyper émotif, et puis tout paraît un drame, etc. Ou alors on peut avoir une structure émotive très stable, très confiante, ce qu'on pourrait appeler avoir la foi ou être vraiment serein. Hein. C'est une structure émotive calme, ou une structure émotive agitée. Et donc, selon la structure émotive, on va donc interpréter les choses de manière dramatique ou calme ou confiante, et intégrer cette réalité, ces perceptions de cette manière-là. Juste pour partager, moi, il y a plein de choses que je perçois, je suis pas du tout sûr de percevoir juste. Je sais rien, j'ai pas de preuves, il y a pas d'outil pour mesurer ce que je ressens. Par contre, je peux faire confiance et voir ce que ça donne. Et souvent, ça se confirme. Souvent, pour pas dire tout le temps. Des fois, je peux me gourer aussi, hein, heureusement. Mais quand je suis mon cœur, eh ben ça se confirme. C'est toujours bénéfique. Et donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui peut être précieux à nourrir, à soutenir, à prendre soin de cette partie de soi. Je pose une question. Bien sûr. Dans la raison rationnelle, oui. Dans la rationnelle, qu'on est en train de partir pour le chemin du cœur, il y a cet espace. Quand on est entre cet espace, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous êtes dans l'espace. Ouais. Oui. Le changement c'est ça. de personnalité, d'identité, tous ces changements. Comment se faire? C'est les deux choses. D'abord, il y a cet espace entre la raison
Oui. Ouais. Il y a on est souvent, enfin pas souvent, mais disons, on est tous de temps en temps confrontés à cette situation, qu'il y a une partie de soi qui a envie d'aller là, et puis l'autre qui a envie de rester là, parce que ça fait peur. Hein. C'est pour ça qu'on a Oui, l'indécision, c'est ça. L'indécision, c'est ça, ou la peur, ça peut être même plus qu'une indécision, ça peut être le déni. Bon, on peut rester dans le déni pendant des années, puis après, il y a la souffrance qui fait son œuvre, qui mature, qui nous pousse, puis après, on peut être indécis, on peut avoir le doute, on peut avoir peur de se tromper, etc. Donc là, on est dans l'indécision. Puis après, il y a quand même cet appel qui revient sans cesse. Si vous remarquez, la petite voix du cœur, elle revient, elle ne lâche pas, hein. Elle revient sans cesse. Vous pouvez ne pas l'écouter, elle reviendra 3 mois plus tard, 3 ans plus tard. C'est égal, elle revient. Et ça, c'est joli, c'est vraiment précieux, c'est que, entre guillemets, notre âme ne nous lâche pas. Hein. Maintenant, pour répondre à la question, qu'est-ce qu'on fait quand on a un pied là, puis un pied là, hein? C'est un peu comme si vous voulez prendre le bateau, puis vous avez un pied sur le bateau, et puis l'autre pied qui est encore sur le quai, et puis à un moment donné, faut choisir, sinon vous allez tomber dans l'eau. Hein. Soit vous êtes prêt et vous vous lancez, soit vous n'êtes pas prêt, vous revenez sur le quai. Et vous verrez avec le bateau suivant, il n'y a pas d'urgence. Vous êtes obligé de rien. Et c'est bien ça le problème. S'il y avait quelqu'un qui nous forçait, qui a un flingue sur la tempe, ce serait beaucoup plus facile. On n'aurait pas de choix. Donc on n'aurait pas de responsabilité à prendre. Le grand truc, et ça a à voir avec l'identité, le grand truc, c'est de prendre la responsabilité de ses choix. Oui? Quand on est partagé entre la voix du cœur et la voix de la raison, on peut pas faire nos colonnes. Nos colonnes, c'est quoi nos colonnes? Le pour et le contre. Si je fais ça, oui. Voilà. Si je fais ça, voilà. Alors les colonnes de pour et contre, avantages, inconvénients. En posant des questions intelligentes et tout, on voit qu'on a ça, puis d'autres on a ça, et puis ça peut nous aider. Alors ça va rassurer votre conscience, votre raison. Non, mais peut-être. Mais il se peut que j'aurais plus de. Oui, mais il se peut que j'ai beaucoup plus de raisons de rester que de raisons de partir. Et pourtant, c'est quand même partir qu'il faudrait faire. C'est ça. C'est la voix du cœur. La voix du cœur. D'ailleurs, il y a toujours sur la raison. Ouais. Si tu sens que tu dois partir, t'es pas mieux. Ouais. Mais par contre, il y a toutes les craintes. Il y a toutes les craintes. T'es encore mieux, moi, Ouais. Mais on voit bien les différences. C'est intéressant quand on parle comme ça, parce qu'on voit bien entre les différentes personnes qui sont là, y compris celles qui disent rien, on voit bien que chacun a sa vérité. Qu'est-ce qu'on fait quand on est au milieu? Pour répondre enfin à la question de Riviani, quand on a un pied d'un côté, un pied de l'autre, on peut faire de l'hypnose, par exemple. Mais et c'est ce qu'on va faire maintenant. Je vais vous proposer une expérience que les gens pourront faire aussi pour eux-mêmes s'ils regardent cette présentation sur YouTube. Je fais toujours des expériences assez improvisées, donc on regarde ce que ça donne. Mais disons que l'idée, c'est de vous permettre de vous connecter à votre univers intérieur, votre réalité, d'oublier un peu la réalité extérieure. C'est ça l'idée de l'hypnose, c'est de lâcher, de laisser un peu partir ce monde extérieur pour se connecter au monde intérieur, d'entrer à l'intérieur, de se connecter à ça. D'ailleurs, on dit entrer, mais souvent, quand on entre, c'est un peu comme si on sortait tellement c'est vaste, et puis dans cet espace, trouver la raison, trouver l'élan, trouver la force, trouver le courage, trouver la réponse à la question. Et parfois, ça peut être utile de rencontrer une partie de soi qui sait, la fameuse partie intuitive dont on parle plus ou moins depuis le début. Qu'est-ce que c'est l'intuition? La petite voix, qu'est-ce qu'elle me dit? Et donc, si vous êtes d'accord, pendant quelques minutes, une dizaine de minutes, on va faire ça, d'entrer dans cette expérience pour aller voir comment c'est
à l'intérieur, quand vous êtes connecté à votre espace intérieur. Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez. Si vous préférez garder les yeux ouverts, je vais vous demander néanmoins de fixer un point que vous ne le lâcherez plus. Ça peut être un objet sur la table, c'est égal. Mais fixez un point, sinon votre conscient, va trouver tous les moyens de vous garder à l'extérieur, ce qui est aussi possible. Vous n'êtes pas obligé d'entrer profondément dans l'hypnose en un instant. Et je vous demande pas de plonger dans cette hypnose très profondément pour laisser déjà votre subconscient activer les ressources dont vous avez besoin pour éclairer ce qui a besoin d'être éclairé. Je ne vous demande pas non plus de ne pas laisser le subconscient faire tout ce qu'il a à faire pour régler toutes ces choses instantanément, presque comme un claquement de doigts. Vous pourriez laisser simplement votre esprit flotter là où il a envie de flotter. Ressentir les contacts du corps sur le siège, là où vous êtes installé, ressentir la sensation de l'air qui entre et qui sort dans vos poumons, cette respiration qui vous rend vivante, vivant, et qui vous permet d'être de plus en plus profondément connecté à cet espace intérieur. Dans cette relaxation, dans cette détente, alors que vous pouvez sentir le corps se relâcher, tandis que les muscles se reposent, vous pouvez laisser votre esprit flotter. Remarquez que plus l'esprit s'éveille et se met à flotter, plus le corps s'endort, et plus le corps s'endort, plus l'esprit s'éveille et se libère. Il commence déjà à flotter plus loin, et peut-être à se rendre là où il a envie de se rendre, là où c'est bon pour lui, peut-être dans un espace de nature, un coin agréable, un de ces coins que vous connaissez peut-être depuis longtemps ou que vous découvrez en cet instant. Ça n'a pas d'importance. Ce que votre subconscient vous propose en ce moment, peut-être avec des végétaux, des minéraux, de l'espace, de la lumière, des couleurs, que sais-je. Et toutes les sensations qui peuvent les accompagner, comme les sons, peut-être au-delà de cette voix qui vous accompagne, le bruissement des feuillages dans les arbres, ou le chant des oiseaux, alors que le monde environnant peut continuer à s'agiter autour de ce corps pendant que votre esprit est déjà ailleurs et encore plus profondément ailleurs, là où c'est bon et agréable pour vous d'être, d'explorer, de percevoir des choses, et peut-être de porter votre attention sur l'espace vide qu'il y a entre les choses. Imaginez que vous regardiez deux arbres séparés par une certaine distance, comme il y a des fois dans un jardin ou sur une colline. Vous pouvez facilement observer ces arbres, n'est-ce pas? Leurs dimensions, leurs formes, leurs couleurs. Comment le feuillage peut refléter les reflets du soleil. Comment ce feuillage peut vibrer sous un léger petit vent qui caresse votre peau au passage. Et en même temps, alors que vous voyez ces deux arbres, vous pouvez percevoir la distance qui existe entre les deux arbres. Il semble y avoir du vide, n'est-ce pas? Un vide qui lui-même est rempli de lumière, peut-être de couleurs, comme si vous voyiez à travers ce vide l'horizon ou le ciel. La couleur du vide. Imaginez que dans ce vide, vous pouvez avoir avec une acuité visuelle, commencer à voir tous les petits micro-organismes qui flottent. Il y a peut-être des insectes qui passent. Ou peut-être des gaz en suspension, comme on sait que c'est le cas. Vous pouvez imaginer que ce vide est comme rempli de quelque chose, rempli d'une vibration, d'une vitalité qui à la fois sépare les arbres et en même temps les relie. Comme
l'eau peut séparer les poissons et en même temps les relier. Aucun poisson ne ferme la bouche. Il se laisse traverser par l'eau. Et alors que votre esprit profond intègre cette notion, j'aimerais vous imaginer, vous inviter à imaginer qu'il y a une sorte de second vous-même qui est là, comme un vous-même un peu transcendé, translucide, lumineux, ou à votre façon, peu importe comment il est, ce vous-même qui représente la connaissance, la sagesse, la petite voix, la partie de vous qui sait exactement, qui sait non seulement ce qui est bon pour vous, mais qui sait aussi tout ce qui est, et qui vous permet de vous guider, comme si cette partie de vous, lumineuse et présente, s'approche de vous pour déposer dans votre oreille un secret, un mot magique, ou alors la réponse à votre question. Ou peut-être que cet autre vous-même vous montre une direction, vous emmène même sur le chemin, vous accompagne peut-être pendant une certaine distance, afin que vous puissiez faire le pas de cette transformation importante qui attend au fond de vous. Alors je ne sais pas quelles perceptions extrasensorielles sont en train de se développer dans tout votre être, comme si vous commenciez à percevoir le scintillement de la vie entre les deux arbres, le scintillement de la lumière qui entre dans vos poumons à chaque inspiration. Une inspiration inspirante, intuition profonde et merveilleuse de tout ce que votre subconscient, votre âme, votre être profond est en train de faire pour vous. Et vous pouvez prendre conscience à quel point il est confortable, délicieux, délicat, subtil et en même temps intense de savoir avec certitude que vous pouvez faire confiance à votre esprit profond pour faire ce qui a besoin d'être fait. Et alors même que le monde s'agite loin là-bas, ressentir cette sérénité au cœur de vous, cette paix profonde qui vous accompagne et vous guide, vous protège et vous accueille. Peut-être que les arbres, en grandissant, vont finir par mêler leurs ramures. Peut-être feront-ils un, ou déjà par le passé. Et je me demande, qu'est-ce que cet autre vous-même va vous donner encore maintenant? Peut-être un objet, un mot, un symbole que vous recevez et qui va vous accompagner inconsciemment dans les heures, les jours et peut-être les semaines et les mois à venir, sans que vous ayez besoin d'y penser, juste à finalement remarquer que vous avez changé, que vous êtes arrivé.
là où vous vous demandiez comment vous allez y arriver. Dans ce présent, dès maintenant. Et alors que les arbres peuvent continuer à frissonner sous le vent, à se dorer au soleil et à jouer avec le vide qui à la fois les entoure, les sépare et les relie, je vous invite à laisser cet autre vous-même revenir en vous, comme fusionner, et venir s'installer, peut-être dans votre cœur ou ailleurs, et vous permettre à votre rythme de prendre quelques bonnes respirations pour revenir ici et maintenant. Voilà. Bienvenue de retour de ce voyage intérieur, personnel, votre réalité, que vous ne quittez jamais, cela dit, c'est juste une autre manière de la percevoir. Vous êtes tout le temps dans votre réalité, même quand vous croyez être dans la réalité extérieure, vous êtes dans votre réalité. Je dis vous, moi aussi, il n'y a pas d'exception. On est dans sa propre réalité sans cesse. Par contre, on peut y penser de temps en temps et en avoir conscience, et cela nous permet de gagner une certaine distance avec toutes les considérations qu'on porte sur le monde et qui ont tendance à nous limiter. Et du coup, gagner en confiance, gagner en liberté, gagner en amplitude.